Bonjour à tous. Donc effectivement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un travail de recherche qui est en cours, qui est en fait mon projet de mémoire de maîtrise ici à l'Université de Montréal, qui effectivement est dirigé par Nicolas Salé. Je m'intéresse aux relations anthropozoologiques, qu'on peut qualifier aussi de façon un peu plus simple de human-animal. En sociologie, en fait, c'est un courant théorique qui conçoit les sociétés comme des espaces qui seraient hybrides, qui seraient co-construits à la fois par des animaux humains et non humains. Et l'idée, c'est que différentes espèces sont capables de communiquer, sont capables de s'interpréter, sont capables d'agir ensemble, et que c'est cette capacité mutuelle d'ajustement et de coopération qui permet de développer donc, ce qu'on appelle des relations sociales hybrides, et ces relations étant elles-mêmes insérées dans des représentations socioculturelles évolutives, comme on a pu en parler un petit peu plus tôt aujourd'hui. Cette étude commence avec une question de recherche assez vaste. Comment est-ce que les animaux non humains peuvent prendre part dans la constitution et dans la compréhension des sociétés contemporaines? J'ai choisi de centrer cette question sur un phénomène plus précis, qui serait la relation entre les individus en situation d'itinérance et leur animal de compagnie, donc plus précisément le cas du chien. Pourquoi le chien? Parce que quand on se promène dans la rue, quand on croise des personnes en situation d'itinérance, des gens vont souvent les croiser accompagnés d'animaux. Ces animaux vont très souvent tout simplement être des chiens, et pourtant, en milieu urbain, les chiens sont quand même très souvent interdits dans l'espace public, ou quand leur présence est autorisée, elle est extrêmement réglementée. Donc de là, il y a des questions qui ont commencé à émerger. Qu'est-ce qui fait que malgré ces difficultés, ces personnes-là vont souhaiter rester en compagnie de l'animal? Et quelles sont les conditions de ce compagnonnage? Quelles sont les ressources auxquelles ils vont avoir accès, et quels sont les obstacles qui vont se dresser sur leur chemin? À l'instar de la plupart des travaux issus de ce type de courant théorique, j'ai utilisé des méthodes de terrain qualitatives pour pouvoir essayer d'intégrer à la fois le chien et l'humain à mon analyse. J'ai combiné deux outils. J'ai commencé par de l'observation directe et participante, combinée avec un petit journal de bord et des entretiens individuels un petit peu plus classiques. Mon point d'entrée dans le milieu de l'itinérance à Montréal, ça a été un centre d'accueil de jour qui accueille les personnes itinérantes et qui accepte la présence de leurs animaux. Donc depuis plusieurs mois, je participe à leurs activités, j'ai rencontré les personnes qui y travaillent, et au fur et à mesure, j'ai réussi à gagner un petit peu la confiance des usagers présents qui m'ont parlé de leur quotidien et de ce que représente pour eux l'itinérance aux côtés d'un chien. Il y a un phénomène marquant qui a émergé des discussions que j'ai pu avoir avec ces personnes, qui a fini par devenir le cœur de ma recherche, qui est en fait la difficulté pour ce que je vais appeler le couple humain-chien ou le couple humain-animal, de trouver un espace où il se sent légitime. Non seulement la présence du chien dans la rue peut déjà être problématique, mais quand il s'agit de trouver de l'aide auprès d'organismes communautaires, rares en fait sont ceux qui vont être capables de répondre à leurs besoins. Donc le couple humain-animal se situerait dans une sorte d'angle mort des pratiques et des politiques d'intervention en itinérance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu plus en détail ce que j'entends par couple humain-animal, et je vais ensuite rentrer dans la question de l'accès aux services communautaires, de l'accès aux ressources et des paradoxes qui en émergent. Donc je vais me baser sur des études qui ont été réalisées dans différentes disciplines, en France et au Canada, et également sur mon propre travail de terrain. Donc, il y a une étude qui a été menée par Labrec et Walsh dans plusieurs provinces canadiennes sur la relation des femmes en situation d'itinérance avec leurs animaux de compagnie, qui met en lumière différentes dimensions de ce compagnonnage que j'ai moi-même pu voir émerger dans mon terrain. Et en fait, le couple humain-animal en situation d'itinérance, c'est avant toute chose une relation très fusionnelle. Tous les participants vont témoigner de l'amour inconditionnel qui les lie au chien, mais aussi de l'absence de jugement et de la fidélité dont le chien est capable de faire preuve. Et c'est des caractéristiques qui prennent un écho très particulier, qui prennent tout leur sens dans le contexte de l'itinérance,
Parce que pour les humains, l'itinérance est souvent associée à une grande fragilisation des liens sociaux, à une forte marginalisation, à une exposition qui est constante au regard et au jugement d'autrui. Il y a certaines personnes qui ne sont plus en contact avec leur famille, qui ont peu de proches ou d'amis sur qui compter, et la plupart témoignent d'une grande difficulté de faire confiance aux gens. À faire confiance aux gens. Donc dans ce contexte, le chien est parfois le seul être vivant auquel les personnes font réellement confiance. Et certains participants vont même en parler comme leur seule famille, leur frère, voire même leur fils ou leur fille. Quand on est dans la rue, on est particulièrement vulnérable également. La présence du chien va apporter un sentiment de sécurité, de protection. Donc, évidemment, le chien et l'humain vont se tenir chaud la nuit, vont dormir l'un contre l'autre. On s'entend que l'hiver, ça devient une dimension très très importante où le climat peut devenir un danger mortel. Mais en plus de ça, le chien, par sa simple présence, fait office de sonnette d'alarme. Sans avoir besoin d'être particulièrement agressif, sa présence est dissuasive envers des personnes qui seraient potentiellement mal intentionnées. Donc les femmes vont un petit peu plus facilement parler de protection contre les agressions sexuelles, mais d'une façon générale, tout le public interrogé va parler de ce sentiment que le chien veille sur eux. C'est en fait une relation de protection qui est mutuelle. On pourrait résumer ça en disant que quand le chien est petit, ça va être l'humain qui va avoir le rôle de gardien, de protecteur, et quand le chien grandit, ça va être son tour de rendre l'appareil et de devenir le protecteur principal. C'est une relation qui s'inscrit également dans un rapport de soins entre l'humain et le chien, comme ma collègue l'a très justement expliqué. Dans de très nombreux contextes, le chien, c'est un acteur privilégié de soins, d'assistance aux humains. Il y a des études sur la zoothérapie qui démontrent, donc, comme tu l'as dit, la capacité du chien à réguler le stress, à favoriser le bien-être psychique, physique, à favoriser le dialogue. Il y a une étude en sociologie qui a été menée par Jérôme Michalon, qui expose notamment la réciprocité de la relation de soins entre l'humain et le chien, et qu'en fait une attitude d'attention et de soins envers le chien est en retour un terreau favorable à une attitude de soins envers soi-même. Et justement, il y a des travaux de Michel Lem, qui est chercheur vétérinaire, et de Caroline Leblanc en travail social, qui ont étudié justement ces effets-là dans le contexte de l'itinérance. Et en fait, la présence du chien va déjà permettre de structurer la vie quotidienne pour ces personnes. Il faut se lever pour aller le promener, il faut aller quêter pour lui trouver à manger, il faut aller lui trouver des soins, etc. C'est une motivation au quotidien. En plus, selon ces études, il y a aussi le fait que ces personnes vont plus facilement éviter les comportements à risque ou judiciarisés, comme la consommation de drogue ou d'alcool, par exemple, sur la voie publique, mettons, pour éviter de se faire retirer l'animal en cas d'arrestation. En fait, c'est que dans un contexte comme je disais, d'exclusion et de marginalisation sociale, c'est le sentiment d'être responsable d'une vie, d'être utile à un autre être vivant, qui est une source de valorisation, de motivation, voire d'autonomisation pour la personne humaine. Donc c'est comme un cercle vertueux qui va s'installer, où finalement le chien devient une motivation pour prendre soin de soi, tout simplement pour être capable en retour de prendre soin de lui. Donc c'est une relation qui est très forte, qui va unir le couple humain-animal dans le contexte de l'itinérance. Ce sont des compagnons de route, ce sont des partenaires de vie, de survie, ce sont des thérapeutes. C'est un couple qui ne se sépare jamais, qui fait tout ensemble. Et justement, parce qu'ils ne se séparent jamais, évoluer en milieu urbain va présenter un certain nombre de défis. Donc, les politiques de gestion animalière dans la ville de Montréal vont avoir un impact particulier sur les couples humains-animaux en situation d'itinérance, parce qu'ils sont très rarement capables de répondre aux exigences de ces politiques, et que leurs manquements sont d'autant plus visibles et d'autant plus facilement punissables qu'ils sont constamment présents dans l'espace public. Donc, pour donner un exemple, ceux qui vont aller dormir dans les parcs l'été vont avoir énormément de mal à cacher la présence du chien, qui sont généralement interdits dans ce type d'endroit. Et ils vont donc être très vite soumis à des amendes, une punition, une judiciarisation de leur situation.
Donc la plupart des lieux de service public vont interdire aux chiens d'entrer. Donc comment on fait quand l'humain doit être hospitalisé, quand il veut aller à un entretien d'embauche, quand il doit faire des démarches administratives, etc., etc. Même si parfois il peut compter sur un certain réseau pour faire garder son chien, généralement, en situation d'urgence, ce sont les refuges animaliers qui vont prendre le relais. Sauf que dans ce cas-là, ce sont des services qui sont payants, dont les frais augmentent quotidiennement. Et si la personne itinérante n'est pas capable de rassembler le montant très rapidement et même ne serait-ce que d'accéder au refuge très rapidement, la situation va vite lui échapper et les frais peuvent dépasser des montants qu'il serait capable de réunir assez vite et donc il pourrait perdre son compagnon. Par ailleurs, la présence des chiens étant également interdite dans les transports en commun, finalement, accéder aux ressources, se rendre dans une halte chaleur ou justement accéder au refuge en question, en fait, se déplacer, ça devient en soi une difficulté. Et notamment l'hiver, où marcher sur des longues distances n'est pas toujours une option viable. Et quand il s'agit de cogner aux portes des services communautaires, ben, en fait, on va retrouver un petit peu les mêmes problèmes. Eux aussi vont fermer les portes sur le museau du chien. Il y a très peu d'endroits à Montréal qui vont accepter les animaux. Même quand ils peuvent entrer, les animaux sont très peu libres. Ils sont souvent attachés, très souvent mis dans des cages. D'après l'étude de Caroline Leblanc, d'après mes propres observations également, pour vous donner un exemple, il n'y a que 2 centres d'hébergement d'urgence qui acceptent la présence d'animaux, en sachant qu'ils sont réservés aux personnes de moins de 25 ans. Pour des personnes qui vont être plus âgées que ça, il n'y a pas de solution. À Montréal, s'entend. Au-delà de la question de l'hébergement, c'est aussi l'accès aux formations et aux programmes de réinsertion proposés par ce type d'organisme qui va être remis en question. Comme le soulignent Lem et Leblanc, la présence de son compagnon est essentielle et nécessaire pour assurer l'engagement de la personne dans ce type de programme. Donc on parle d'un retour à l'emploi, d'un suivi thérapeutique ou de démarches pour obtenir un logement supervisé, par exemple. Si la personne ne peut pas être accompagnée de son partenaire chien, il y a de très fortes chances qu'elle refuse de suivre et de s'engager dans ces programmes. Donc dans la mesure où le couple humain-animal refuse de se séparer, il va se placer en quelque sorte comme un déviant parmi les déviants. C'est-à-dire qu'ils échappent complètement à la représentation qu'on se fait de ce qu'est l'itinérance, qui est considérée comme un phénomène, une problématique qui est uniquement humain. Et il devient soumis à une espèce de double marginalisation. Comme la présence animale est un facteur de discrimination au sein même de sa situation d'itinérance, en fait, le couple, l'humain comme le chien, se trouve exclu d'une grande majorité des services qui sont mis en place. Et ça les place finalement dans une situation de vulnérabilité encore accrue. D'après l'étude de Lem et une autre étude de Hanrahan sur la prise en compte des relations humaines-animales en travail social, cette disparition du chien dans les politiques d'intervention en itinérance va s'expliquer notamment par un manque de formation, d'information, mais aussi de budget, qui va freiner la mise en place des pratiques d'intervention dédiées au couple humain-animal. Donc, les intervenants psychosociaux, évidemment, ils sont formés pour assurer du soutien, assurer de l'accompagnement à des humains. Les ressources qui sont déjà disponibles sont complètement engorgées. Les problématiques qui sont traitées sont déjà extrêmement multiples, comme la santé mentale, la judiciarisation, la toxicomanie, ce qui fait que les problématiques rattachées à la présence animale ne sont pas du tout perçues comme une priorité. Par ailleurs, donc, comme je disais, les ressources financières et matérielles qui seraient nécessaires pour mettre en place ce type de pratiques paraissent généralement assez démesurées. Il faudrait mettre en place des locaux séparés, avoir la participation bénévole de certains vétérinaires, voire même engager des intervenants spécialisés. Donc on s'entend que c'est un coût et une logistique qui peut décourager assez vite les bonnes intentions. Il y a la question de l'hygiène et de la santé des usagers aussi qui revient. Les intervenants interrogés dans les études que j'ai mentionnées soulèvent le fait que les usagers peuvent être allergiques, peuvent avoir peur et que ça leur paraît en fait difficile d'assurer le bien-être de tous sans que la présence animale devienne une source de conflit, une source de stress supplémentaire dans les locaux. Par ailleurs, il y a certains préjugés qui sont également assez répandus.
quant à la capacité des personnes en situation d'itinérance à réellement pouvoir s'occuper de leur animal. Il y a certains intervenants qui suggèrent que puisque ces personnes ont déjà du mal à s'occuper d'elles-mêmes, ils doutent fortement qu'elles puissent non seulement veiller sur le chien, mais en plus faire les démarches nécessaires pour leur assurer un statut légal en contexte urbain. Finalement, même dans les centres d'accueil qui tentent l'expérience et qui acceptent la présence des animaux, en fait, le chien n'est pas inclus dans les pratiques en soi. Il n'est pas au centre des interventions. En fait, il sert de prétexte parce que le chien est là. Finalement, ça assure la présence et l'engagement de l'humain, mais lui, il est exclu des enjeux. Donc la réalité du couple humain-animal va disparaître dans l'angle mort dont je parlais tout à l'heure. Pourtant, intégrer l'animal et la relation humain-animal aux politiques et aux pratiques d'intervention en itinérance, ça pourrait avoir de très nombreux effets positifs, mais c'est que les enjeux de cette intégration sont assez paradoxaux. Comme on l'a vu donc en première partie, la relation entre l'humain et le chien peut être une source de considérable amélioration de l'état de santé mentale et physique de l'être humain, tout en restant fondée sur un véritable souci du bien-être de l'animal. Il y a l'étude de Labrec et Walsh que c'était tout à l'heure, qui ajoute aussi que la présence animale dans les refuges permet de créer un attachement au lieu, un attachement, un sentiment de chez soi, un engagement dans la communauté et également un engagement dans les programmes. Et qu'en plus de ça, le chien peut représenter un levier d'intervention très efficace. Ça va favoriser le dialogue, ça va favoriser la confiance, et ça va créer un lien entre les personnes et en plus avec les intervenants qui peut être très bénéfique dans l'avancement du suivi. Pourtant, la réalité est tout autre et la présence de l'animal opère très vite un effet barrière qui empêche l'accès aux ressources, qui est soumis aux préjugés et finalement, donc, comme je disais, il se retrouve en situation d'exclusion de cette réflexion-là. Donc, finalement, l'étude que je propose, ça permet un double éclairage. Donc, d'une part, sur les enjeux de l'itinérance et des politiques et des pratiques d'intervention qui s'y rattachent. L'idée, c'est de présenter le chien non pas comme un espèce d'objet périphérique de la question, mais bien comme un acteur à part entière qui co-construit aux côtés de l'humain une des facettes de ce qu'est l'itinérance. D'ailleurs, la prochaine étape de mon travail, en fait, ça va consister à donner la parole aux intervenants en itinérance pour analyser un petit peu plus en profondeur les obstacles que je vous ai présentés plus tôt et pour aller plus loin sur les possibilités qui sont offertes par l'intégration de l'animal à ces questions. D'autre part, c'est aussi un éclairage sur les relations anthropozoologiques, les relations humain-animal, et la façon dont elles se développent dans les sociétés contemporaines. Si on part du principe que les relations qu'on crée avec les animaux non humains peuvent être considérées comme de véritables relations sociales, qui sont fondées sur des interactions co-construites et qui sont basées sur des intérêts qui peuvent être communs, on peut voir émerger de multiples enjeux pour les sociétés contemporaines, et notamment en contexte urbain, où la présence animale généralement soulève des enjeux assez ambivalents. Finalement, beaucoup d'entre nous, humains, on accorde une importance indéniable aux autres animaux qui nous entourent. Et on voudrait mieux les connaître, mieux les comprendre. Et j'espère participer justement à la compréhension de la complexité et de la multiplicité des relations qu'on peut entretenir avec eux pour finalement favoriser une co-construction harmonieuse des sociétés contemporaines qu'on pourrait qualifier d'hybrides ou d'interspécifiques. Merci.